Moi, c'est facile de faire une transition data analyst, data scientist. Dans la pyramide de la data en général, c'est data engineer, c'est collecte de données, ça, il n'y a pas forcément besoin de ça. Il y a souvent des gens qui peuvent aider pour ça. Le data scientist doit être data analyst. Donc, chercher à être data analyst, c'est un bon début. Et pour devenir data analyst, les compétences qui sont intéressantes sont... Bonjour, bienvenue sur la chaîne, je suis Demet Yedo. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode d'Open Mind Room, la série dans laquelle je rencontre des gens passionnés par leur métier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des métiers les plus demandés dans le secteur de la data et éclaircir par exemple certaines questions comme la différence entre un data analyst ou un data scientist, quels sont les langages de programmation nécessaires pour débuter dans ce métier ou encore quels sont les salaires à l'entrée. Et c'est pour cette raison que j'ai invité un expert en data science, Kanvali Fadiga, qui est diplômé de l'école Polytechnique et des Télécoms Paris, où il a eu un master en intelligence artificielle. C'est parti. Donc, salut Kanvali, j'espère que tu vas bien. Ouais, je viens. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, comme je t'ai dit, on va parler du métier de data scientist. Voilà. Donc, on va très vite commencer. Ok. Est-ce que tu peux me dire, en fait, c'est quoi le métier de data scientist en fait? Ok, très bien. Du coup, peut-être avant d'arriver au métier de data scientist, je peux donner un peu le contexte sur pourquoi on a besoin d'un data scientist. Prenons par exemple, je sais pas, H&M ou Zara. Ils ont beaucoup de points de vente. Ils récupèrent énormément de données. Il y a des millions d'achats par jour. Et donc, finalement, la boîte se retrouve à avoir beaucoup de données et pas savoir quoi faire avec ces données-là. Et du coup, l'idée de recruter un data scientist, c'est cette personne-là qui va arriver, qui va regarder les données, qui va les structurer et qui va essayer de répondre à des questions business pour ces entreprises-là. Et donc, le data scientist, son rôle principal, c'est de récupérer la donnée, d'analyser et de développer des modèles qui pourront aider à la prise de décision. D'accord. Si on essaie d'être encore plus pratique, si on prend le cas de H&M que tu as donné, Okay. Comment est-ce que le data scientist peut aider dans la prise de décision après l'analyse de données? Donne un exemple un peu plus pratique. Tu vois. Ouais. Ça ne part pas de la prise de décision. En gros, le point de départ, c'est un problème qu'on a, c'est une question qu'on se pose. Okay. Par exemple, on a envie de... quel exemple je peux prendre? On veut se projeter sur les ventes de l'année prochaine. Okay. Et du coup, on collecte chaque jour les données sur les ventes qui sont faites dans différents magasins de H&M. Et on a envie de voir, de faire une prévision sur l'année prochaine, donc avoir un modèle qui va faire du forecasting sur les potentielles ventes de l'année prochaine. Okay. Et les différents événements qu'on sait qui arrivent durant cette année. Parce que d'une année à l'autre, il peut y avoir des événements qui arrivent en 2021, qu'il n'y a pas en 2022. Et donc, comment en fonction de ce qu'on sait, comment en fonction des informations qu'on a sur ce qui va arriver l'année prochaine, et de toute l'historique qu'on a sur toutes nos ventes, on pourrait prédire ce qui va arriver l'année prochaine. Et donc moi, en tant que data scientist, ce que je vais faire, c'est que j'ai cette question-là, j'ai cette problématique, donc je pars d'une problématique, et la question que je vais me poser, c'est, ok, quelles sont les données qui peuvent être pertinentes pour développer un modèle qui va permettre de faire des prévisions l'année prochaine. Et donc, très proche de la réalité. Très proche ou pas, on pourra le vérifier l'année prochaine parce que surtout pour les problématiques de prévision, la plupart du temps, c'est difficile de valider parce qu'il faut attendre que la période arrive avant de pouvoir valider que c'est bien le cas. D'accord. Et du coup, donc ce que moi, en tant que data scientist, je vais faire, c'est que j'ai besoin de définir quelles sont les données qui vont être utiles pour ça. Et donc, moi, je vais dire toutes les ventes de chaque point de vente, toutes les promotions qu'il y a eu, qu'est-ce qui est arrivé durant cette année ou l'année dernière. Donc, récupérer tous les événements et toutes les données possibles. Avant de développer un modèle de prévision, la première chose que je vais faire, c'est de comprendre les données. Parce qu'il y a un problème aussi dans toute cette histoire de data science, c'est qu'il y a des gens qui veulent se lancer et qui prennent les modèles comme des boîtes noires. C'est je récupère des données, je veux ça, je fous à l'intérieur d'un modèle, je regarde ce qui sort, si ça a l'air de matcher et de bien prédire pour cette année, je vais avec, tu vois, sans vraiment comprendre les propriétés qu'il y a sur les données. Et donc, il y a un peu cette partie-là de comprendre la donnée. Et donc, dans le processus ou dans le quotidien de la vie d'un data scientist, ça s'appelle l'EDA, Exploratory Data Analysis. C'est vraiment analyser les données et chercher à comprendre les différentes variations qu'il y a, les problèmes qu'il y a, les données manquantes et différents aspects de la donnée. Et une fois qu'on a bien compris les données qu'on a et les différentes propriétés, on peut se dire, ok, ensuite, quels sont les modèles qui peuvent être pertinents pour cette problématique-là? Et donc là, il y a différents sets de modèles. Il y a des modèles statistiques, il y a des modèles de machine learning. Et donc, avec les connaissances mathématiques que le data scientist a, il pourra voir ce qui est pertinent pour résoudre le problème qu'il a.
D'accord. Et du coup, j'ai une autre question. Bon, à un temps, on a parlé de modèles de statistiques, de modèles de machine learning. Est-ce que ça veut dire que pour être un bon data scientist, il faut être excellent en maths? Avoir un minimum en maths ou en statistique, bon, je dis maths, mais on peut imaginer qu'avoir un bon niveau en stats, ça suffit aussi pour pouvoir analyser les données. Parce que, imaginons que moi, je te donne des données et que je te demande de les analyser. Parce qu'on a parlé de la partie analyse de données, mais qu'est-ce que tu regardes? Tu as des données, je sais pas, de vente sur plusieurs semaines, qu'est-ce que tu vas regarder, tu vois? Donc, par exemple, savoir que tu veux regarder la moyenne, la médiane, la variance. Donc, ces petites notions statistiques-là, qui sont des notions de statistiques descriptives, qui te permettent de voir, quand tu as, je sais pas, des millions de lignes, comment tu peux essayer de résumer ça en des valeurs statistiques. Et donc, avoir un peu de connaissances en maths peuvent t'aider à avoir ça, quoi. D'accord, ok. Et ouais, donc souvent, il y a des, même pour ces différentes notions statistiques-là, il y a d'autres qui sont pertinentes en fonction du contexte. Disons par exemple la moyenne et la médiane, ça c'est un truc que les gens font pas vraiment la distinction entre les deux. Mais je sais pas, on dit la moyenne des Français, on entend ça tout le temps, mais souvent ce qu'il faut regarder c'est la médiane. Et donc avoir des bases en stats permet de savoir un peu les bons indicateurs à regarder et donne les outils pour pouvoir comprendre comment les modèles marchent, quoi. Ok, non mais c'est clair. Donc si je résume, donc tu identifies les problèmes, tu t'assures que tu as très bien compris le problème qui est posé. C'est ça. Ensuite, une fois que tu as compris le problème, tu récupères la donnée. C'est ça. Donc la donnée qui est beaucoup plus, qui va te servir en fait pour pouvoir répondre au problème. Et il y a une phase où tu analyses maintenant cette donnée pour savoir si elle est pertinente ou pas. Et après avoir analysé la donnée, on passe maintenant à la création, enfin à la sélection du modèle adéquat. C'est ça, la sélection du modèle. Ok, donc la sélection et la construction du modèle ou le modèle vous ne le construisez pas? Construire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, tu as différents sets de modèles. Je sais pas si je veux dire, c'est que tu as beaucoup d'outils que tu peux utiliser pour construire un modèle. Où tu as des ensembles de modèles qui sont pertinents en fonction du type de données que tu as. Peut-être une question pour clarifier les choses. C'est quoi concrètement un modèle? Parce que tu as parlé de modèles de machine learning ou des modèles statistiques. Ok. C'est quoi un modèle concrètement? De manière très simple. Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai envie de définir un modèle comme une boîte noire ou pas. Voilà, l'approche la plus simple. Un modèle, c'est, peut-être que je vais dire c'est un algorithme. C'est, j'ai envie d'avoir quelque chose à la sortie et j'ai des données en entrée. Un modèle va utiliser ce qui est en entrée, faire des transformations et à la fin sortir un chiffre. Donc si par exemple ce que je veux prédire, c'est le prix, je sais pas, le prix de vente d'un produit, et que ce que j'ai, c'est l'origine du produit, la nature des différents produits qui sont utilisés pour le fabriquer. Donc un modèle, il va prendre ça en entrée et va essayer de prédire un truc à la sortie. Un modèle, ça peut être vraiment simple, parce que je sais pas si je peux utiliser l'exemple d'H&M pour ça, mais un exemple qui me parle, c'est, imaginons, on essaie de prédire par exemple la quantité de pluie qu'il y aura à Paris. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a des stations météorologiques qui sont un peu partout, qui vont récupérer la concentration de CO2 dans l'atmosphère, disons. Du coup, un modèle, ça peut être ce truc-là qui, en fonction de la concentration, veut prédire la quantité de pluie qu'il y aura. Donc, un modèle vraiment basique, c'est un modèle de régression linéaire. Qu'est-ce qu'il va faire? De régression linéaire. D'accord. Donc, ce modèle-là, c'est juste une équation simple. On sait que quand il y a, je sais pas, 10 particules par million, je pense que c'est ça, 10 particules par million, on a à peu près une certaine quantité de pluie. Quand on en a 20, on en a une autre. Et donc, juste avec 2 points, on sait qu'on peut tracer une droite. Donc, on voit un peu la tendance qu'il y a. Et une fois qu'on a cette droite, c'est ça, entraîner un modèle. Entraîner un modèle, c'est on a récupéré quelques points de données. On trouve une droite qui donne un peu le rapport qu'il y a en fonction de la concentration et le niveau de pluie. Et donc, entraîner, c'est trouver ce rapport-là. Et une fois qu'on a ce rapport-là, on a un modèle. Donc, un modèle, c'est vraiment simple. Et après, plus tard, on aura d'autres mesures qui seront faites à différents endroits. On a le rapport qu'il faut, on multiplie, et à la sortie, on a quelque chose. Donc, ça, c'est un modèle basique. Un modèle complexe, justement, c'est une combinaison de ces modèles simples-là, et à la fin, on peut avoir des trucs qui sont un peu plus avancés, un peu comme le modèle de deep learning. Non, je pense que souvent, la partie la plus difficile, c'est la partie des données. On ne se rend pas compte de ça parce que
quand on parle souvent de data science, souvent ce qui est vraiment difficile, c'est d'avoir la bonne donnée, de bien structurer la donnée, de rendre ça propre, et ça prend énormément de temps, plus qu'entraîner un modèle. D'accord. Et du coup, oui, la plupart du temps, c'est qu'il y a des sets de modèles qui existent. Donc, tu as des modèles de régression linéaire, comme j'ai dit, c'est un modèle qui est vraiment très basique, mais qui marche vraiment bien aussi. Tu as des modèles d'arbres de décision. Donc, tu as différents sets de modèles, donc il n'y a pas besoin de refaire la roue. D'accord, ok. Ce qui est vraiment difficile, c'est que la différence entre les besoins d'une entreprise à une autre, c'est que les données sont différentes, le contexte est différent. Donc, il faut vraiment comprendre les données que tu as, il faut bien les structurer. Il faut s'assurer que le modèle qui existe, que tu choisis, est bien adapté par rapport aux données que tu as, parce que ce n'est pas toujours le cas, en fonction de la nature des données qu'on a. D'accord, donc on essaie les principales étapes, si on essaie de résumer, donc collecte des données, catégorisation de ces données-là, le choix approprié du modèle qui est adapté, et puis après ça, d'accord. Il faut l'évaluer, le modèle. Donc, pendant l'entraînement, ce qui arrive très souvent, c'est de séparer les données d'entraînement et avoir un petit set de données de test à côté. Donc, parce que si tu prends un modèle, tu lui montres beaucoup d'exemples, et il s'en sort bien sur ces exemples-là, et pour évaluer sa pertinence, tu utilises encore ces mêmes données-là, c'est un peu bizarre, parce que il a déjà vu, il s'est déjà entraîné dessus, et donc l'évaluer dessus ne serait pas pertinent. Et donc, une pratique commune, c'est de séparer les données. Donc d'avoir des données de test à côté et après l'entraînement, d'évaluer et de voir un peu si les performances qu'on a sur ces données de test-là, que le modèle n'a jamais vues, sont bonnes. Et si c'est bon, on peut envoyer le modèle en production. Donc on va le donner ensuite à des ingénieurs qui vont faire en sorte que quand de nouvelles données arrivent, le modèle qu'on a peut faire des prédictions pour ces nouvelles données-là. Et donc ça, c'est la partie mise en production. Et du coup, est-ce qu'il y a des langages, par exemple, clés qu'il faut connaître pour être un bon data analyst ou un bon data scientist? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en apprendre un paquet. Je pense que juste Python devrait faire l'affaire. Parce qu'en soi, ce qu'on veut à la fin, c'est produire un résultat. Donc, c'est produire un reporting, afficher une donnée avec un graphique. Et donc, je pourrais te dire, peu importe le langage que tu connais, tu devrais pouvoir le faire, mais il y a certains langages où c'est beaucoup plus simple, comme Python. Python, c'est un langage très haut niveau, c'est-à-dire que c'est vraiment facile à comprendre. Il n'y a pas besoin de connaître des notions en informatique très avancées. Donc, je pense que juste apprendre Python, c'est déjà une bonne base. Donc, Python, ça peut aider pour le traitement des données et la visualisation des données. Mais je pense que faire un peu de SQL, c'est pas mal aussi. Donc je dirais Python et SQL sont les deux éléments qui peuvent être importants, sont les deux outils qui peuvent être importants ou pertinents pour un data scientist et un data analyst. Et c'est quoi la différence entre, parce que c'est des thèmes que je veux aussi, c'est quoi la différence entre un data analyst et un data scientist? En data science en général, il y a 3 grandes étapes. La première étape, c'est collecter les données. Et la collecte des données, il y a des gens qui sont spécialisés sur cette partie-là. C'est les data engineers. Donc, ils vont aller voir les gens qui ont les logiciels de collecte de données. Ils vont faire en sorte qu'ils puissent récupérer la donnée et mettre ça dans des bases de données pour qu'on puisse les utiliser plus tard. Et une fois qu'on a la donnée, il faut analyser la donnée. Et donc, il faut faire des graphiques qui donnent un peu des statistiques sur la donnée. Et la plupart du temps, c'est là que le data analyst intervient. C'est que tu as beaucoup de données. Tu as les gens du métier qui ont envie de comprendre un peu la donnée qu'on a collectée sur différents aspects du métier. Et donc, le data analyst, une fois que le data engineer a mis la donnée dans la base de données, lui, son rôle sera de venir analyser, faire des reporting, montrer les chiffres importants qu'on peut extraire des données qu'on a pu collecter. Maintenant, une fois qu'on a collecté ces données-là, on peut s'arrêter là. Mais imaginons que tu as des millions de données et que tu n'exploites pas ça au maximum. Et donc, le but du data scientist, ça sera de prendre ces données-là et d'entraîner des modèles pour répondre à des questions, pouvoir prendre des décisions, quoi. Donc, si on a envie, par exemple, j'avais parlé de pouvoir prédire des données pour l'année à venir. Donc, le but du data scientist, ça sera vraiment de trouver ou d'entraîner des modèles statistiques qui vont pouvoir faire ces prédictions-là. En fonction des boîtes, ces deux rôles-là peuvent s'overlapper. Ça veut dire, si tu es dans une petite boîte, le data analyst il peut arriver qu'il entraîne des modèles. Parce qu'il a fait beaucoup d'études des données, il a compris un peu. Et s'il a un peu de base en machine learning, il peut utiliser des modèles simples pour faire des prédictions.
Et donc, souvent, on utilise ces termes-là, mais tout dépend un peu de la réalité des entreprises. D'accord. Il y a des entreprises où même le data scientist fait la partie collecte des données. Donc, il fait le travail du data engineer. Donc, c'est toujours bien de pouvoir toucher un peu de tout ça. Donc, il ne faut pas se dire qu'en tant que data scientist, tu ne vas jamais toucher à la collecte de données. Parce que dans certaines boîtes, ça sera clairement le genre de choses que tu pourrais être amené à faire. Quoi. Ok, c'est plutôt clair. Donc, en gros, ça dépend aussi beaucoup de la taille de la société. C'est ça. Parce que j'imagine que dans des grands groupes qui ont suffisamment d'argent pour embaucher différentes catégories de data scientists, c'est ça. Donc il y aura vraiment cette structure très claire de ce qui fait quoi, qui est data engineer, qui est data analyst et qui est data scientist. C'est ça. Et ensuite, au-dessus, on peut avoir quoi, si on veut dire, est-ce que celui qui va par exemple travailler sur les modèles d'intelligence artificielle et machine learning. Ça, c'est le data scientist. La partie intelligence artificielle, les modèles, quand on dit les modèles d'IA, c'est le data scientist qui fait. D'accord. Comme je dis, c'est un domaine où il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, il y a des gens qui se spécialisent dans différentes catégories. Et donc, je sais pas, le data engineer qui lui se focalise que sur la partie collecte des données. Mais le data scientist, son but, c'est de faire des modèles. Et donc, comme je dis, il y a beaucoup de ces modèles. Il y a des modèles de machine learning classique, il y a des modèles de deep learning qui est une sous-catégorie du machine learning. Et il y a des gens qui se spécialisent que pour les modèles de deep learning. Donc, tu vas entendre que c'est un data scientist, mais, je sais pas, qui se focalise vraiment sur l'apprentissage et le flow, la manière d'entraîner les modèles de deep learning. Tu as aussi des gens qu'on appelle des machine learning engineers, qui eux sont focalisés sur l'entraînement de ces modèles-là en production. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, donc il y a beaucoup de ramifications possibles. Et donc, en fonction des besoins de l'entreprise ou du type de données qu'on a, bah, tu as des gens qui vont se spécialiser dans certaines sous-catégories. Juste 20 secondes, si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager à d'autres personnes pour que cela puisse augmenter ma visibilité. Et si vous avez par exemple des sujets, des thématiques et des invités que vous souhaiterez que j'invite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci encore pour votre soutien et bon visionnage. Mais un truc aussi que je veux mentionner, c'est que le métier de data scientist, c'est pas pareil qu'un métier d'ingénieur classique. Parce qu'un métier d'ingénieur classique, c'est qu'on te dit, fais un logiciel ou fais un programme qui répond à telle problématique. Donc, je fais un site web qui fait ça, point barre. Le truc de data scientist, c'est que c'est un peu différent, c'est un peu cyclique. C'est que, je t'ai dit, on prend les données, on analyse les données, on entraîne un modèle, mais imaginons que le modèle il soit pas bon. On s'arrête pas, ça s'arrête pas là. Donc, c'est vraiment cyclique. C'est que tu dis, OK, j'ai pas de bonne performance. Pourquoi j'ai pas de bonne performance? Il y a eu beaucoup d'étapes. Est-ce que c'est des données qui manquent? Est-ce que j'ai pas peut-être des données qui sont pertinentes pour pouvoir répondre à la question que j'ai? Donc, il me faut encore plus de données. Donc, je reviens en arrière, je récupère de nouvelles données, je réentraîne le modèle. Peut-être que ça va améliorer un peu, mais peut-être que c'est pas suffisant. Je vais me dire, OK, peut-être que je ne fais pas les bonnes transformations sur mes données. Je ne les structure pas de la bonne manière. Je ne les présente pas de la bonne manière pour que le modèle puisse prendre avantage et faire des bonnes prédictions. Donc, je vais changer ça. Donc, il y a toujours un truc cyclique où tu reviens toujours en arrière jusqu'à ce que tu aies un bon set de modèles. Non, tu aies un bon modèle. Tu aies bien structuré tes données et tes données contiennent les informations qu'il faut pour pouvoir faire la prédiction. Et c'est là que tu as un truc qui va en production. D'accord. Donc, c'est un peu ça l'idée. Ok, d'accord. C'est intéressant. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer, je pense. Ouais, c'est difficile de se rendre compte de la complexité parce que c'est justement, c'est un peu ça la différence entre ce qu'on fait en école et ce qu'on fait dans la vraie vie. Parce qu'à l'école, quand tu as un problème de data science, on te donne un dataset, c'est un jeu de données. Donc par exemple, les ventes de H&M sur les 2 dernières années, essaie de faire des prédictions pour l'année qui vient. Et donc tes données sont vraiment définies, ça ne change pas. Et dans la vraie vie, la différence c'est que c'est pas très clair le jeu de données que tu dois faire. C'est à toi d'aller chercher. C'est à toi d'aller voir le produit où, je sais pas, les gens du métier dire, OK, vous voulez répondre à cette question-là, discuter avec eux, mais quelles sont les données qui peuvent être pertinentes déjà pour avoir le conseil des gens. Donc, une fois que tu sélectionnes la bonne donnée, tu vas entraîner, tu peux te rendre compte que c'est pas bon. Donc, c'est jamais très bien défini comme ce que tu as quand tu travailles sur des problèmes en école, quoi. Et donc, c'est un peu ça le challenge de la vraie vie. Parce que j'ai vu qu'il y a un gros aspect d'ambiguïté qui revient à chaque fois quand on parle du métier de data scientist. Il faut être quand même à l'aise avec la gestion de l'ambiguïté. Et toi, en fait, comment toi tu interpréterais cette question d'ambiguïté-là? C'est au niveau de l'analyse de données pour le show, la définition de la donnée la plus pertinente,
Dans ton métier à toi, ce serait quoi l'aspect ambiguïté que tu dois gérer à chaque fois, par exemple, sur les projets? Bah, je pense que ça rejoint un peu ce que j'ai dit, c'est que c'est pas très clair. C'est que ce que tu dois faire, c'est pas j'ai un problème, j'ai une question à laquelle je dois répondre, je sais ce qu'il faut faire. C'est vraiment pas le cas. Tu vois. Donc l'ambiguïté, c'est sélectionner les données. Il faut avoir une bonne capacité d'analyse pour essayer de trouver la bonne donnée. C'est ça. Ouais. Et souvent, c'est que les data scientists sont liés avec les gens du métier. Et donc, il y a cette partie-là où c'est à toi d'essayer de discuter avec les gens et voir quelles sont les données qui pourraient être pertinentes. Parce que moi, imaginons que je ne sois pas en assurance. On me recrute en tant que data scientist pour une assurance. J'y connais rien. Je ne connais pas les termes du métier, je ne sais pas c'est quoi les bonnes données, je ne sais pas c'est quoi un intermédiaire. Bref, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Et donc, on me présente un problème, c'est qu'on veut pouvoir scorer les clients, dire si les clients sont pertinents ou pas. Et non, pas les clients. Peut-être disons qu'on essaie de scorer les intermédiaires. Je pense que ça c'est un truc en assurance, c'est que tu as des gros assureurs qui passent par des intermédiaires pour avoir de nouveaux clients ou qui vont fournir aux gros assureurs des nouveaux contrats. Et imaginons qu'on veut par exemple avoir un score qui donne la qualité de ces intermédiaires-là. Moi je ne m'y connais pas. Comment je fais? Donc ça sera à moi maintenant d'aller discuter avec les gens du métier et voir des gens qui le font déjà. Qu'est-ce que tu regardes comme indicateur? Qu'est-ce qui est pertinent pour toi? Est-ce que la donnée se trouve quelque part? Donc aller récupérer cette donnée-là et essayer moi ensuite de travailler, de comprendre, de voir est-ce que la donnée est vraiment complète. Et je dis ok, je pense que la donnée est assez dense, il y a beaucoup de choses intéressantes dedans que je peux exploiter pour faire la prédiction. Et donc ensuite, je vais essayer de construire un dataset. Et ensuite que je vais faire, tu vois. Donc c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'ambiguïté, qu'il y ait beaucoup de choix à différentes étapes, fait que tu sais pas toujours ce que tu dois faire directement. Et donc c'est là la vraie difficulté du métier. D'accord, ok, mais c'est plutôt clair. Et en termes de salaire, c'est quoi les principaux salaires à l'entrée pour un data scientist? Si on prend une moyenne et une médiane, une min et max, voilà, si on parle comme statisticien. Ça dépend un peu des boîtes. En start-up et dans les grandes boîtes classiques, ils ont tous des besoins en data en général, mais ils ne payent pas forcément de la même manière. Si j'essaie de donner un peu une moyenne, j'irais un junior. Peut-être au moins 45, s'il s'en sort bien, s'il arrive à postuler dans des boîtes qui ont vraiment le besoin d'avoir des gens en data, autour de 45K, j'imagine. Et peut-être un peu plus s'il est très bon, s'il arrive à rentrer dans les telles boîtes. D'accord, ok. Minimum 45K. Je dirais pas minimum parce que c'est fait, j'ai d'accord. En start-up et dans les boîtes classiques, c'est pas forcément la même chose. Il y a des start-up qui comprennent ce besoin de data-là, qui veulent vraiment exploiter les données qu'ils collectent au maximum et donc ils comprennent vraiment le besoin. Il y a d'autres boîtes où il y a beaucoup moins de choses à faire, où il y a beaucoup moins de tooling, donc ils comprennent un peu le truc de la data, ils peuvent avoir des gens qui analysent un peu leurs données, ils ont envie de dire qu'ils font de la data, donc parce qu'ils vont pas payer au champ. Mais je pense que si tu es vraiment bon, au moins 45K pour un junior. Et les top boîtes intérêt combien pour un junior? Les top boîtes bien structurées? Je dirais 50K. En fait, ça dépend vraiment. Disons 50K si tu veux. D'accord, pour entrer, d'accord. Comme ça, ok. C'est pas une garantie. Non, bien sûr. Non, mais c'est ça. Tu n'aurais pas de juste à partir des données qui sont disponibles. Du coup, je pense que 45, c'est au moins une bonne base. C'est que, comme on a dit, on donne la donnée. Voici l'objectif. Enfin, on ne donne même pas la donnée. On ne donne pas la donnée, mais enfin, tu dis, tu es data scientist. Voici ce qu'on veut faire. C'est ça. Tu commences par quoi? Mais même là encore, c'est que tu commences, supposons que tu as des data ingénieurs qui t'envoient la donnée. Bon, d'abord, les data ingénieurs, c'est toi qui leur demandes des données qu'ils doivent aller chercher. D'accord? C'est ça. Donc, il faut d'abord savoir quelle est la donnée qui est adaptée. Et puis, c'est un peu simple. Et puis, voilà, savoir comment lire cette donnée. Je pense que c'est un peu compliqué, quoi. C'est pas évident, Du coup, si t'as pas d'esprit critique ou genre t'as pas de... Comment je vais dire ça? De capacité d'analyse, là. Tu vas pas savoir quoi en faire, quoi. Mais si tu seras bloqué. Mais si tu es ingénieur qui t'a pas l'habitude de faire ça, par où tu commences? Si tu es ingénieur... Si tu es ingénieur. Ingénieur. T'apprends aux côtés de quelqu'un, quoi. On a un problème, je sais pas, les
les gens du marketing ont envie de comprendre un peu comment les gens interagissent sur les réseaux sociaux avec nos contenus. On a des données qu'on peut extraire d'Instagram avec notre partenariat qu'on a avec eux. On a des données qui viennent de Google. On a des données qu'on collecte d'un peu partout et on a envie de donner un peu de statistiques aux gens. Tu vois. Donc, quand tu as un senior, lui sait ce qu'il faut regarder. Il sait ce qui est pertinent parce qu'il a l'expérience. Tu vois. Donc, c'est là où, dans le domaine de la data, je pense que l'expérience joue pas mal. Quoi. Donc, savoir regarder. Et comme je dis, c'est toujours itératif. Je récupère ça en analyse. Après l'analyse, on se rend compte que les données sont constantes. Il n'y a rien qui se dégage. Donc, allons chercher un peu. Discutons avec le produit, discutons avec les gens. Donc, il y a un peu cette partie aussi de discussion dont on ne parle pas beaucoup. Mais il faut aller parler aux gens, quoi. Si je prends par exemple les gens qui font du consulting en data science, il y a une grosse partie, c'est d'essayer de bien comprendre le problème, de bien voir ce qu'on veut résoudre, et ensuite demander aux gens de faire en sorte que ces données-là soient disponibles. Et une fois que ces données-là sont disponibles, bah, il y a un peu les autres étapes qui arrivent après, quoi. D'accord. Mais mais c'est très abstrait, tu vois. C'est-à-dire, quand une personne vient de commencer, il est un peu perdu, quoi. Parce que moi, je pense que c'est même pour des problématiques simples, hein, il y a un site qu'on appelle Kaggle, où on a souvent K-A-2-G-L-E, où tu as beaucoup de datasets, tu as beaucoup de problématiques ouvertes. Donc, tu peux aller là-bas, tu vas trouver un set de données, on te donne une problématique, on est en assurance, on a envie de prédire les clients qui risquent de ne pas payer leur prêt à un certain moment. Et donc, tu peux avoir ce genre de dataset là-bas. Et du coup, une fois que tu as ces données-là maintenant, comment entraîner un modèle, c'est un bon endroit pour s'entraîner, quoi. Mais c'est sûr que là-bas, tes données sont structurées, tu as un peu un bon contexte qui est déjà placé, tu as la problématique qui est définie, tu sais que les données que tu as contiennent suffisamment d'informations, hypothétiquement je pense, suffisamment d'informations pour pouvoir résoudre le problème que tu as. Mais dans la vraie vie, il faudra avoir quelqu'un qui a un peu d'expérience, qui va un peu te guider sur... Là, il faut aller regarder. Kaggle, c'est pas un site d'étudiants pour qu'ils s'entraînent sur les modèles ou Non, c'est même des professionnels. Parce que Kaggle, la manière dont ça marche, c'est que tu as une problématique ouverte. Donc, disons, je suis Total, j'ai un problème, j'ai des données, je ne sais pas comment résoudre le problème. Je mets toutes les données sur Kaggle, je mets un prix. C'est-à-dire, la personne, au bout d'un mois, qui aura le meilleur score, aura 10 000 euros. D'accord. Et donc, moi, j'arrive, je vois un challenge sur Kaggle, je récupère la donnée, j'essaie de comprendre, j'entraîne un modèle, je soumets mon modèle, on regarde les prédictions de mon modèle. Si après un mois, je suis toujours en tête du classement, j'ai les 10 000 euros. Donc ça met un peu de challenge aussi, mais il y a des challenges où tu as des données sans prix à la fin. Donc c'est un bon endroit pour apprendre, quoi. Quelqu'un qui souhaiterait rentrer dans ce métier du data analyst, data scientist, qui a peut-être un background ingénieur ou un background école de commerce, quels seraient tes conseils en fait, pour celui-ci, pour ce dernier? Je pense que moi, ce que je dirais, c'est que de chercher peut-être à devenir data analyst. C'est un bon début parce que pour moi, c'est facile de faire une transition data analyst, data scientist. Parce que comme je dis, dans la pyramide de la data en général, c'est data engineer, c'est collecte de données, ça, il n'y a pas forcément besoin de ça. Il y a souvent des gens qui peuvent aider pour ça. Mais le data analyst doit être le data scientist doit être data analyst. Donc, chercher à être data analyst, c'est un bon début. Et pour devenir data analyst, les compétences qui sont intéressantes sont faire un peu de stats et de mathématiques appliquées. Je pense que c'est possible de trouver des formations en ligne pour ça. Sur Coursera, ou je sais pas, il y a souvent le MIT qui met des cours en ligne gratuits pour donner un peu de l'intuition aux gens sur sur les différents éléments qui rentrent sur les maths appliquées, sur les stats souvent. Donc ça peut être de bonnes ressources à regarder. Et aussi aller sur des plateformes qui offrent des formations data science en général, mais qui offrent aussi des trucs pour devenir data analyst. Et donc là-bas, on pourra apprendre des trucs en informatique, quoi. Comment coder, comment faire des visualisations, comment faire du reporting avec différents outils. Et donc je pense que commencer par le fait de vouloir être data analyst. Et ensuite, en étant data analyst, on va préparer les données peut-être pour un data scientist. Et donc, au fur et à mesure, avec de l'expérience, je pense qu'on pourra faire peut-être une transition vers
pour potentiellement devenir data scientist. Ouais. Du coup, ce serait quoi la constitution d'une équipe de data scientist, on va dire, sur un projet? Supposons si c'est un gros projet. Sur un gros projet, tu auras... La constitution classique, là. Non, tu auras peut-être 2 data scientists, tu auras des data engineers, tu auras des ingénieurs. Donc le rôle du data engineer, comme on a dit, c'est récupérer la donnée. Le data scientist va peut-être développer des modèles. L'ingénieur va essayer de mettre ça en production pour que quand de nouvelles données arrivent, on puisse utiliser le modèle qui a été développé pour faire des prédictions. Donc je pense que c'est surtout ça. Un data scientist, il ne vit pas seul la plupart du temps. C'est pas comme un ingénieur qui travaille sur un truc spécifique. Un data scientist, il répond à des besoins produits, des besoins du métier. C'est on a beaucoup de données. S'il n'y a pas de questions, il n'a rien à faire. Peut-être un data analyst, il peut faire des reporting. Donc en soi, s'il n'y a rien à faire, peut-être que le data scientist va faire ça également. Mais ce n'est pas son rôle principal. Son rôle principal, c'est on a un problème. On a besoin d'extraire les données pour pouvoir répondre à cette problématique-là. Comment j'extrais, comment j'analyse et comment je développe un modèle pour pouvoir répondre à cette question-là. Ok, donc est-ce que tu peux me dire quelles sont les choses qui te plaisent dans ton métier au jour le jour? Ok. Je pense que ce qui me plaît, c'est vraiment le fait que ce soit challengeant intellectuellement. C'est que quand il y a un nouveau problème, il n'y a vraiment aucune solution. C'est-à-dire, dans ma boîte, j'ai eu récemment un projet où on me dit, ok, on a des données qui arrivent, on a envie d'avoir un modèle qui nous permette de détecter des anomalies dans des séries temporelles. Donc, on a des données de vente. S'il y a par exemple une soudaine baisse, est-ce qu'on peut avoir un modèle qui permet de détecter ça? Prenons cet exemple-là. C'est pas forcément ça, mais pour faire l'illustration. Du coup, moi, on me donne ce problème-là et ça s'arrête là. C'est à moi de savoir ce qu'il faut faire. Donc, c'est à moi de récupérer un petit jeu de données, d'essayer de comprendre comment ça arrive. Genre, les cibles, c'est assez complet. Est-ce que j'ai différents cas de variation dedans? Est-ce que j'ai des petites variations et des retours? Est-ce que j'ai des trucs où genre, ça varie et ça reste comme c'est? Donc, faire un petit jeu de données assez complet. Ensuite, chercher le modèle qu'il faut parce qu'il y en a la littérature est vraiment bourrée de modèles que tu peux utiliser pour ça. Donc, ça sera à moi maintenant de trouver ce qu'il faut, de tester, d'évaluer. Donc, c'est vraiment, on te donne un problème et c'est démerde-toi. Et donc, au jour le jour, c'est, t'as pas de solution, quoi. Tu peux pas aller chercher ça sur Google. C'est pas comme faire un site web. Et donc, je pense que ce que j'aime, c'est surtout ça, quoi. C'est le fait que quand tu commences sur un nouveau projet, t'as pas de réponse. T'as des outils à ta disposition, mais tu sais pas quoi faire, quoi. Et comment tu fais pour estimer, par exemple, le temps que ça va te prendre pour pouvoir répondre à la question? Je pense qu'il y a un peu d'expérience dans tout ça. Je sais que j'ai pas de réponse, mais c'est souvent des problématiques qu'on retrouve. C'est souvent du scoring, détection d'anomalies. Donc, je sais qu'il y a de la littérature dessus. Et donc, comment estimer mon temps? Je pense que ça va voir. Je peux me dire qu'en 2 semaines, je vais arriver à trouver un modèle qui marche. Mais peut-être qu'au bout de 2 semaines, comme je dis, c'est difficile de prédire ce qui va arriver. Parce que je peux penser que je vais trouver un modèle au bout de 2 semaines, mais je me rends compte au bout de 2 semaines que non, les données que j'ai sont pas bonnes. Il faut que j'ai encore plus de données. Donc oui, avec l'expérience, je pense que tu peux être beaucoup plus... c'est beaucoup plus simple de pouvoir faire ça, mais c'est pas très évident, quoi. C'est pas un truc déterministe en général. Donc c'est un peu ça le challenge du truc. Donc, quand tu es bon, tu fais ça beaucoup plus vite. Parce que tu arrives à te rendre compte très vite que soit il y a des éléments qui manquent, soit tu n'utilises pas les bons éléments, soit tu n'utilises pas les bons modèles. Et donc, je pense que c'est un peu ça, quoi, le fait que ce ne soit pas clair au début et que tu dois sortir un truc de nulle part, quoi. C'est vraiment ça la partie intéressante du métier. D'accord. Merci beaucoup. Merci, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez voir d'autres entretiens comme celui-ci, sachez que j'en ai fait un sur la finance, notamment sur l'audit, avec Dylan Akapo, qui raconte un peu son parcours et comment est-ce qu'il est arrivé dans un Big Four. Merci, c'était Demel Yedo. Salut.